vaudois, c'est plus que être bourré et adorer le vin blanc. Quand j'avais un commentaire négatif, j'étais pourquoi il m'aime pas? J'adore l'objet déjà, j'ai l'impression que c'est une petite baguette magique avec laquelle tu peux faire apparaître des blagues. Alors je vais t'apprendre un truc que j'apprends aux gamins. La causerie, première. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Causerie. La Causerie, c'est un média qui permet de rencontrer des personnalités romandes au travers d'entretiens longs. Aujourd'hui, on reçoit Johan Provenzano, un humoriste, chroniqueur radio et animateur télé. On est ici sur la Riviera à Vevey. Il nous a donné rendez-vous au Cep d'Or. Cet épisode est disponible en version audio sur Spotify et ici sur YouTube. On est ici au cave du Cep d'Or. C'est toi qui as décidé de ce lieu. Exactement, je l'ai imposé. Vous venez là maintenant. Et pourquoi ce lieu? C'est un lieu à Vevey que j'aime bien et c'est l'endroit où j'ai réussi à monter mon premier plateau de stand-up qui s'appelle Plaisanterie, ici au Cep d'Or. Et puis, on est bien accueillis, il y a des tapis partout. Si vous êtes un peu allergique, désolé. Mais non, on est bien, c'est cool, on mange bien en haut. Et puis, j'aime bien cet endroit. Voilà, en gros, c'est ça. Et c'était important qu'il y ait un comedy club sur la Riviera? Oui, je pense que c'était important parce que j'ai l'impression que les humoristes, ils s'arrêtaient à Lausanne, en tout cas sur l'arc lémanique. Je crois qu'ils n'ont jamais vu QI, donc, en gros. Et puis du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi, c'est l'endroit d'où je viens, c'est la Riviera vaudoise. C'est un métier que j'adore, c'est le stand-up. Et j'ai pas eu l'occasion de voir ou de participer à des plateaux de stand-up ici sur la Riviera. Et je me suis dit que maintenant, ça fait un certain moment que je fais ce métier. Donc c'est quand même cool d'avoir un peu son plateau à soi. Et j'ai longtemps cherché un lieu pour monter ce plateau, mais il n'y avait pas. Et le lieu, je trouve, c'est tellement important pour l'ambiance, pour les gens, pour accueillir les humoristes, pour que tout fonctionne bien ensemble. Et le Cep d'Or, du coup, ils ont réouvert l'année passée, ou il y a une année et demie. Et je suis descendu dans ces caves qui n'étaient pas du tout encore aménagées comme ça. Je dis, mais en fait, c'est là qu'il faut qu'on le fasse. Donc, j'ai vraiment attendu qu'il y ait le bon lieu pour pouvoir le faire, quoi. Et ça fait maintenant depuis janvier qu'on fait ça. Et les gens sont au rendez-vous. Donc, je suis content d'avoir pris l'initiative de faire ça ici parce que je suis content que ça fonctionne bien. Et puis, les gens en demandent et en redemandent. Donc, c'est encore plus cool. Et toi, ça t'apporte quoi d'avoir ce plateau ici? Moi, ma volonté, c'était de mettre en avant l'humour en Suisse romande parce qu'on a plein de super humoristes qui sont peut-être pas forcément connus. Parce qu'en Suisse romande, il y a plein de noms qui sont connus de tout le monde. Tu as des Thomas Wiesel, des Yann Marguet, Alexandre Kominek, Marina Rollman, tout ça. Mais il y a plein d'humoristes qui sont moins connus, qui sont tout aussi marrants. Et toi, si tu devais expliquer pourquoi tu es connu en Suisse romande, tu dirais quoi? Je dirais que j'ai eu déjà, je pense qu'il y a de la chance dans ça. J'ai commencé il y a longtemps. Ça fait depuis 2013 que je poste des vidéos. Ça fait depuis 2014 que je suis connu. Mais en gros, ça fait un moment que je suis là. Je pense qu'il y a ça. Je pense que si je commençais aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais eu le parcours que j'ai pu avoir. Je pense que fondamentalement, ça va peut-être sonner un peu arrogant, mais je pense que je suis marrant. Non, mais en vrai, c'est ça. Je pense que c'est important d'avoir un peu de confiance en soi. Et je pense que oui, je tends à vouloir proposer du travail qui me fait rire moi. Et je me dis que si je me fais rire moi, je ferai rire au moins une autre personne. Il s'avère que je fais rire un peu plus de monde que ça. Mais je pense que ouais, il y a un côté un peu réseaux sociaux où j'ai été ultra productif au tout début, où je postais 3-4 vidéos par semaine. Ce qui a permis de pouvoir créer un espèce de rendez-vous, un truc un peu, un espèce d'engouement. Et puis ensuite, je pense que j'ai su saisir aussi des opportunités qui m'ont été offertes, tu vois, avec la matinale sur Couleur 3, avec Cash aussi, qui a redonné un second souffle un peu à cette notoriété-là. Et puis le travail, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que c'est important de garder aussi la notion de travail dans ce métier qui, fondamentalement... On m'a souvent demandé, et tu fais quoi à côté pour travailler, tu vois, et du coup, c'est cool aussi de rappeler que c'est un travail et que derrière tout le travail, il y a des heures et des heures d'acharnement, de remise en question et tout. Donc, je dis pas que je suis connu pour ce genre de choses, mais je pense que ça participe peut-être un peu à une notoriété. Et puis voilà, en gros, c'est ça. On reviendra plus tard un peu encore sur ta carrière. Là, du coup, on va commencer par le début, du coup, ton enfance. Oui. Tu as grandi où? J'ai grandi à Villeneuve,
entre Montreux et Aigle. Et donc, Rivière-à-Chablais, à Villeneuve, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes écoles là-bas. Ensuite, je suis parti au gymnase à Burier, parce que c'est là-bas qu'il y avait un gymnase. Et du coup, j'ai grandi avec un ballon de foot au pied. En gros, c'était ça, c'était ma vie. J'avais tout le temps un ballon avec moi. J'ai grandi dans un restaurant. Mon père, il a un restaurant qui s'appelle le Restaurant du Nord. C'est une pizzeria. C'est vraiment un bistrot. C'est en mode, tu peux avoir des jeunes cadres dynamiques, tu peux avoir le directeur de l'école, comme tu peux avoir le mec qui vient à 8h30 boire sa binge, tu vois. Donc il y a un peu une espèce d'effervescence de profils et de gens qui m'a très vite ouvert vers aller vers l'autre. Je me souviens que mon papa, il me disait, tu tiens la porte aux gens, tu dis bonjour à tout le monde, parce que c'est pour le resto, c'est important de dégager une bonne image du restaurant. Donc j'ai un peu grandi dans cet environnement où le resto de mon père c'est une institution entre guillemets à Villeneuve. Enfin, tout le monde connaît le restaurant du Nord à Villeneuve. Donc je pouvais être à 3 km en train de jeter des cailloux dans un étang. Mon père pouvait être au courant dans les 2 minutes j'ai vu ton gamin jeter des cailloux dans un étang. Donc ça, j'ai grandi un peu dans cet environnement-là où je faisais partie d'un truc qui était méga inscrit à Villeneuve. J'ai fait ma scolarité à Villeneuve, justement, je voulais être prof d'anglais. Footballeur, à fond, mais prof d'anglais, j'avais pas les points pour le gymnase. Du coup, j'ai redoublé volontairement ma 9e année pour pouvoir avoir les points pour le gymnase. Donc, ensuite, j'ai eu mes points pour le gymnase parce que j'ai refait l'année que je venais de refaire, donc je connaissais à peu près tout, donc j'ai pu anticiper entre guillemets les matières. Gymnase de Burier, j'ai fait 5 ans de gymnase parce que j'ai fait 3 ans en diplôme. Ensuite, je suis retourné en 2e matu pour pouvoir avoir ma matu. Quand j'étais en première année de gymnase, mes futurs camarades de classe de matu étaient en 7e année. Donc tu vois, ça met un petit coup un peu. Donc j'étais là comme ça, en daron. J'avais 20 ans, mais les autres avaient 17 ans. J'étais là, ouais, c'est bon, moi, je connais tout de la vie. Enfin bref. Donc j'ai fait 5 ans de gymnase. J'ai eu ma matu, philo-psycho. Ensuite, j'ai fait une année d'année sabbatique. C'est l'année qui coïncide, entre guillemets, avec le début de mes vidéos. Et ensuite, j'ai fait l'Uni. 3 ans de bachelor en lettres, anglais et français. J'ai fini l'Uni avec un bachelor à la clé en 2017. Et puis une enfance très, très, très cool, un peu compliquée, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans. Donc je me suis beaucoup réfugié dans le foot, dans être dehors, être avec les copains, et puis déjà un petit peu faire des blagues, faire un peu le pitre, etc. Tu vois, j'étais un peu le petit gros qui était quand même assez bon techniquement, puis qui était rigolo à être avec. Donc voilà, une enfance... J'en garde des bons souvenirs. J'ai réussi à avoir le recul, parce que c'était pas cool d'avoir le recul de garder que les bons souvenirs, tu vois, de faire un peu la passoire, et puis d'enlever un peu tous les côtés négatifs et de conserver les bons souvenirs. Ça, justement, on a vu que tu avais subi un peu de grossophobie. Tu l'as vécu comment ? Je pense, encore une fois, avec le recul, je pense que sur l'instant T, je n'étais pas hyper content, mais il y a ce côté un peu, je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à développer un sens de l'humour, que j'ai réussi à développer un second degré, de l'autodérision. Et je pense que ça a relativement participé à construire la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois, j'ai toujours réussi à me réfugier, entre guillemets, derrière l'autodérision, derrière le second degré. Oui, maintenant, avant, le regard des autres importait parce que je voulais plaire aux filles, je voulais appartenir à un groupe, etc., être avec des copains et tout. Mais j'ai été avec des copains. C'est pas comme si j'étais le petit gros qu'on laisse de côté, tu vois. Mais j'ai réussi à développer ce sens de l'humour parce que je pense que j'étais ce petit gros et puis qu'il fallait que j'existe un peu différemment, tu vois. Et au lieu de subir toutes les insultes que j'ai pu subir, j'en ai fait une arme. Et puis, les gens ont arrêté dès le moment où je me suis approprié ça, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. C'est ce truc du... tu me traites de petit gros, c'est pas grave, je l'embrasse, ce truc-là, et j'en fais une force. Tu as dit que tes parents avaient divorcé. Tu parles dans ton spectacle de ta mère qui était absente. Ouais. C'était quoi votre relation ? Mon père bosse beaucoup, travaille beaucoup, restaurateur. Donc il y avait un truc où si je voulais le voir, il fallait que j'aille au resto. Mais il a été ultra présent pour moi quand j'étais en centre de formation au Timvo. Il faisait les trajets, enfin il était là, il était ultra présent, mais c'est vrai qu'il travaillait beaucoup. Donc il m'a inculqué quand même beaucoup de valeurs autour du travail, autour de l'abnégation, autour du... Moi je suis l'aîné, lui c'était l'aîné aussi, tu vois. Donc il y a un peu une espèce de projection dans le sens où
faut être fort, il faut être là, il faut être présent. Mais ouais, le boulot, quoi. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos tout seul dans ma chambre, qu'il entendait son fils faire « Oh, bonjour les gars, ça va, quoi, tranquille ?» dans la chambre, il y avait un peu un truc « Ouais, c'est bien, c'est cool, je t'encourage, mais bosse quand même. » Il faut un filet de sécurité, c'est juste ouais. Un filet de sauvetage, une bouée de sécurité, un filet de... Mais voilà, en gros, et il m'a toujours encouragé à avoir un papier. Ouais. Tu vois, il m'a toujours dit fais pas ce que je fais pas mon travail, tu verras pas du monde, tu vas te péter le dos, tu vas être fatigué. Donc va vers les études. Le foot, il était aussi à fond. Il me soupçonne encore aujourd'hui, je pense, d'avoir redoublé ma 9e année, non pas pour aller au gymnase, mais pour pouvoir faire les M16 à Yverdon. Mais oui, et dès le moment en fait où il a vu que ce que je faisais vis-à-vis des vidéos et tout, dès le moment où il y a le journal régional qui est venu à la maison pour faire une interview, qu'il y a la télé Vaud-Fribourg qui m'a reçu, dès le moment où les médias traditionnels ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais, là il s'est dit « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que là je vais lui laisser un peu de lest ». Mais j'ai toujours poursuivi les études et je lui ai dit « Tiens papa, ce diplôme du bachelor, il est pour moi, mais il est aussi un petit peu pour toi. Regarde, je t'ai écouté, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, c'est cool si je peux faire des blagues, quoi. » Mais il a toujours été ultra derrière moi, ultra à fond derrière. Mais encore plus maintenant, tu vois, avec Cash, où c'est un truc de télé, où les gens vont au resto pour lui demander si je suis là. Enfin, tu vois, il y a tout un truc. Mais il est trop chou, quoi. Il garde les articles. Quand il y a des articles presse qui sortent, il a un petit classeur avec tous les articles. Enfin, c'est trop bien. Et puis, avec ma maman, bah, du coup, elle est partie, j'étais assez jeune, tu vois. Donc, il n'y a pas forcément eu de relation qui a pu se créer, une relation tangible, tu vois. Tu as une relation avec un enfant de 6 ans, ça reste tout très flou, tu vois, mais je sais qu'elle suit un peu de loin ce que je fais. Ma sœur, elle a encore des contacts avec elle discute encore et tout. Moi, j'essaie de renouer contact, mais pour l'instant, c'est vraiment un petit pas de saucisson, tu vois, mais je pense qu'il faut laisser le temps au temps et puis voir comment les choses évoluent, tu vois. Quand tu as commencé à faire tes vidéos, tu avais l'ambition d'être connu ou bien c'était juste je fais mes vidéos, c'est drôle? Si je veux revenir à la base des bases, avant ce succès, il y a 3 chaînes YouTube qui ont floppé et qui m'ont valu quelques moqueries au gymnase. À l'époque, c'est vraiment à l'époque des Norman fait des vidéos, Cyprien, Mister V, un peu le début des podcasts, où moi je me suis dit, allez, pourquoi pas, je faisais avec la caméra de mon Mac, et je faisais des podcasts, et j'étais un peu la risée du gymnase à ce moment-là. J'ai un souvenir où je me googlais, bien sûr, évidemment, et j'étais le sujet d'un forum en mode regardez ce gros con qui fait des podcasts. Et je me souviens qu'il y avait eu des échanges de gens que je connaissais pas du tout qui se foutaient de ma gueule. Donc il y avait eu ça, il y avait eu la tentative de faire des vidéos au début, avant le stand-up. Et ensuite j'ai fait du stand-up, j'étais jeune, ça se passait bien au début, ensuite j'ai enchaîné quelques bides, etc. Donc j'ai dit j'arrête le stand-up, je me focalise sur le gymnase. Et à la fin du gymnase, il y a Instagram qui lance la fonctionnalité vidéo. Tu vois, au début on devait faire que des vidéos de 15 secondes et tout. Et j'avais créé une page Facebook, Yohan Provenzano, humoriste, pour salut les abonnés, salut mes amis. Si vous avez pas envie que je poste des vidéos, des photos de où je joue, allez sur cette page Facebook. Du coup, il y avait une page Facebook avec 132 j'aime, où je mettais mes misérables dates où je jouais le 12 novembre et le 4 mars. Et puis j'étais oh ça va être trop bien. Et du coup, avec le stand-up, où j'arrêtais le stand-up, cette page était un peu laissée à l'abandon. Et je me souviens, je mettais un peu des photos rigolotes, puis il y avait un espèce d'engouement où il y avait des 60 j'aime, etc. Et Instagram lance cette fonctionnalité. Et je me souviens, j'avais fait MC International, où à l'époque, je faisais plein d'accents sur des instrus de rap. Et la première vidéo que je poste, je vois, il y a 100 j'aime. Je dis, oh, trop bien, c'est mes potes, etc. Et ensuite, je lance et je poste 3, 4 vidéos. Et plus ça avance, plus je vois que c'est des potes qui like. Ensuite, c'est des potes de potes. Ensuite, c'est des potes de potes de potes. Et ensuite, ça commence à devenir des gens que je ne connaissais pas. Et c'est là où les vidéos ont commencé à prendre de l'ampleur. Mais c'est vrai qu'au début, c'était plus en mode « Ah, je vais faire rire les potes » plutôt que l'objectif, c'est d'être connu ou de réussir, tu vois. Et moi, je suis persuadé que si ton objectif, c'est de réussir et d'être connu, c'est pas le bon mindset. Et comment tu as réagi quand tu t'es rendu compte que tu étais en train de devenir connu? C'est vrai qu'au début,
bah, tu es un peu submergé par les gens. J'ai un souvenir où une époque où je me baladais à Lausanne et c'était compliqué pour moi de me balader à Lausanne sans qu'on m'arrête et puis qu'on me parle et puis qu'on me demande des photos et il y a vraiment cette proximité, les gens, j'étais dans leur téléphone, j'étais dans leur chambre, j'étais chez eux. Donc ils venaient vers moi comme « Eh putain, Johan, ça va ou quoi, mec ?» Moi, je suis là « Mais on se connaît, Non, c'est juste que je regarde ce que tu fais. » Donc, et assez rapidement, du coup, il y a un lien qui se crée, qui est direct. Et moi, je suis assez à l'aise avec ça parce que, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans un restaurant où j'étais tout le temps avec des gens et tout. Mais j'en discute des fois avec des potes, avec Thomas notamment, qui est plus timide, plus sur la réserve, qui me déteste quand je suis avec lui parce qu'il est en mode putain, tu me fais passer pour un gros connard qui est super méchant avec les gens, alors qu'en fait, je suis quelqu'un de normal, c'est juste toi qui es ultra ouvert et tout. Donc, il y a un peu de ça. Mais c'est vrai qu'au début, tu es un peu en mode oh. Mais moi, je suis quelqu'un qui prend les choses. Je suis un peu, bah, ça me fait plaisir, venez. C'est plus pour mes proches aussi que c'est chiant. Tu vois, typiquement, ma copine au début, elle n'était pas hyper contente qu'on s'arrête à chaque fois qu'il y ait des meufs qui viennent vers moi, etc. Donc, au début, il y a un peu de ça. Mes potes, quand je suis au Montreux Jazz ou en soirée, puis que je me fais happer tout le temps, puis qu'il y a tout le temps attendre sur moi, c'est un peu chiant. Mais moi, je me dis que ça fait partie du truc. C'est un peu un side job, entre guillemets. Donc, je prends avec plaisir. Moi, ça me fait plaisir toujours de m'arrêter, de discuter avec les gens. Parce qu'ils prennent le temps, en fait, ils prennent le temps de s'arrêter, de me parler et de me dire que ce que je fais, c'est bien. Donc, ce serait un peu être un connard que de dire oh, c'est bon. Non, il faut prendre le temps parce que c'est de l'amour que les gens ils te donnent. Et si tu prends pas le temps de le recevoir et de le digérer, d'être avec eux, je trouve que c'est un peu dommage, entre guillemets. Tu vois. Aujourd'hui, il y a moins ce truc où les gens t'arrêtent facilement. Enfin, c'est un peu différent. Dans le coin, c'est moins fréquent. Mais typiquement, quand je vais à des endroits où je vais moins d'habitude, tu vois, quand je vais à Neuchâtel, à Fribourg, à Sion, etc., c'est possible que les gens m'arrêtent. Mais maintenant, il y a une recrudescence de ça avec Cash. Avec combien de cartes joue-t-on au Yas? Au Yas. Je vois mon pote. 36 36 36 Oh, alors. On est 36. Vous avez intérêt, hein? C'est nos frères. Sinon, on vient plus acheter chez vous. Hein. C'est une bonne réponse. Yes, merci. Merci. Je viendrai acheter une tome après. C'est vrai que c'est un public qui est entre guillemets plus âgé ou qui ne me connaissait pas avant. Donc oui, il y a maintenant où, je pense qu'il n'y a pas un jour ou une semaine où on ne me demande pas si j'ai 1000 balles dans la rue. Il y a un truc où les gens m'arrêtent parce qu'il y a plus de monde qui maintenant me reconnaissent, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a une recrudescence un peu. Mais c'est toujours mignon, tu vois. T'as pas 1000 francs, ça fait plaisir, j'aime bien votre émission, monsieur, c'est cool. Puis c'est ça dure le temps d'un croisement et ensuite c'est réglé, tu vois. Donc oui, c'est toujours agréable. Et justement, Cash, pourquoi tu as décidé de faire Cash? Je sortais de la matinale sur Couleur 3, j'ai fait 1 an et demi de matinale. Va à Zurich demander ton chemin en Hochdeutsch. Je peux te dire qu'on te répond pas en Hochdeutsch, mais en Arschlochdeutsch. Merci, c'est tout pour moi. Et là, t'as mon patron de Couleur 3 qui me dit, écoute, Cash, dans le format dans lequel il est maintenant, ils veulent changer d'animation, parce qu'ils étaient 2 avant, Enzo et Vanessa. Et Enzo et Vanessa a arrêté, Enzo a fait ça pendant 13 ans. Et ils sont intéressés par un profil un peu plus jeune, enfin vraiment pour faire un pendant vraiment différent de ce qu'il y avait avant. Et ils aimeraient bien que tu fasses le casting. Puis moi, j'étais là, Cash, je me souviens, je regardais quand j'étais gamin, quoi, c'était rigolo, c'était sympa. Et je dis, ouais, pourquoi pas. Et j'en discute un peu avec mes potes humoristes. Et ils me disent, mais mec, t'es complètement fou de faire le casting, c'est une émission qui est ultra neuneux, c'est méga à l'ancienne et tout, puis c'est pour les vieux, etc. Puis je dis, ouais, bah écoute, pourquoi pas, ça peut être sympa. Du coup, je fais le casting. Et je passe ce casting. J'apprends un peu plus tard que c'est le panel qui m'a choisi. Le panel, c'est des auditeurs, des téléspectateurs que le RTS mandate un peu, puis on leur demande un peu, des fois, vu que c'est service public, on demande l'avis des gens, des consommateurs. Puis c'est le panel qui m'a dit « Oh, on aime bien celui avec les dents de travers et puis les tatouages ». Du coup, j'ai été pris. Et je me souviens, on tournait la première en août. Et genre juillet, t'as la productrice qui m'appelle puis qui me dit
Alors bravo, félicitations, mais par contre fais gaffe, les téléspectateurs, téléspectatrices aiment pas trop le changement, donc il faudra avoir le cuir dur, tu peux subir un peu des critiques, etc. Mais bonne chance, tac. Je dis ah purée, trop bien. Et expérience télé, tu vois, c'est de l'animation, c'est totalement différent. Donc encore une fois, c'était un challenge, et je me suis dit qu'est-ce que j'ai à perdre si ce n'est une journée de tournage par-ci, une journée de tournage par-là. Enfin, c'était pour et j'ai fait ça, et le public a été hyper sympa. Ils m'ont bien accueilli. Je prends beaucoup de plaisir parce qu'encore une fois, c'est une émission qui est portée par les gens qui y participent. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien les gens, quoi. J'aime bien les gens, les mettre en avant et tout. Et moi, j'étais juste là à poser des questions, à faire et puis c'était les gens qui participent. Et on a réussi à inverser un peu cette image, entre guillemets, de trucs un peu plus plan-plan, un peu neuneux, RTS. Et c'était ça aussi l'objectif quand j'ai dit oui à Cash. C'était OK, c'est cool, c'est une expérience. Mais il y avait un peu ce côté où, tu sais quoi, je vais pouvoir mettre un pied à la RTS et à terme pouvoir proposer mon propre concept, mes propres idées. Et c'est ce qui est arrivé cette année-là, aujourd'hui. Ça aurait pu arriver dans 2 ans. Je me voyais encore faire Cash pendant 2 ans. Mais il y a l'opportunité qui s'est proposée et je me suis dit, saisissons-la, quoi. Il y a à peu près 11 ans, tu rencontres ta copine. Purée, oui. Qui est derrière ce rideau, quoi? Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie? Oui. Et oui, je pense que oui. Elle est géniale, elle me pousse. On va se marier. Enfin, tu vois, il y a tout un truc où elle a été ultra, encore une fois, encourageante. Et ça a été mon premier public, ça a été ma première critique aussi. Et je suis très heureux de l'avoir rencontrée parce qu'elle est extraordinaire et c'est la femme de ma vie. Et puis, je suis très content comme ça. Ouais. Et comment vous êtes rencontrés? Au gymnase. Alors, il faut savoir qu'on a commencé à sortir ensemble en 3e année de gymnase, mais elle était déjà dans ma classe en 2e année et je ne l'avais pas vue du tout. Et c'est en voyage de bac où on était des binômes, puis on devait présenter les endroits où on était. Et on était à Cordoba et elle faisait sa petite présentation. Puis je disais, ouais, elle est jolie, c'est cool et tout. J'ai pas osé lui parler, évidemment. Et c'est à la fin du voyage de bac où les profs avaient donné une liste de numéros de tout le monde. Et je me souviens, j'étais chez moi, à la maison. Déjà, j'avais dit à une copine à elle que je la trouvais Mimi, en sachant que sa copine à elle allait lui dire que je la trouvais Mimi. Mais j'ai pas eu l'opportunité pendant le voyage de bac. Mais j'avais quand même planté cette petite graine au cas où, tu vois. Et je rentre, et là, je fais vraiment ce move où je vais chercher le numéro. C'est elle, c'est monsieur le numéro, etc. Je vais sur WhatsApp, je fais alors, bien rentré. Je me dis oui, je suis bien rentré, etc. Puis on a commencé à discuter, on se disait salut en classe de maths. Puis après, je lui dis t'es chaud, on va manger des sushis. Puis on est allé manger des sushis. Et puis depuis, on ne s'est plus quitté. C'est beau. Ouais. Comment tu fais pour garder tu gères ta vie de couple et ta vie professionnelle? Ouais, là, typiquement, c'est une très bonne question par rapport au timing. Là, par exemple, on habite ensemble, hein, mais ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vus parce que je travaille tous les soirs et elle travaille tous les jours. Donc, quand elle est au boulot, moi, je suis à la maison et je pleure en boule comme ça, Pauline. Et l'inversement, quand moi, je suis loin. Donc, il y a un peu de ça. Mais c'est important, je pense, de trouver un équilibre et que ta vie professionnelle ne vienne pas bouffer ta vie sociale. Parce que, oui, le travail, c'est important, etc. Mais c'est vrai que quand tu es sur... ça va être horrible ce que je dis, mais quand tu es sur ton lit de mort, entre guillemets, tu vas pas te dire « Oh putain, si seulement j'avais plus travaillé. » quoi. Donc, il y a un peu ce truc-là. Donc, ça me lead un peu là-dessus. Et c'est vrai que, oui, je bosse beaucoup, mais c'est vrai que là, si j'ai 3 jours et puis qu'il faut que j'ai ces 3 jours, je dis, je suis pas dispo, laissez-moi tranquille et je serai avec ma copine, mes copains, mon chien et ma famille, quoi. Et justement, tu trouves comment tes idées? Parce que t'es quand même t'es pas dans la routine des gens qui te suivent forcément. Ouais. Et tu dois quand même parler des faits de société, des choses qui parlent aux gens. Ouais. Comment tu trouves ces idées? C'est un peu un mélange d'observation, de vécu, de se projeter. Enfin, moi, je consomme beaucoup aussi. Je t'avoue que je consomme pas mal, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit Netflix, que ce soit la télé. Donc, il y a un peu ce truc où je suis un peu tout le temps nourri.
Donc je vois une scène en particulier dans un truc, bah, je me dis ah putain mais ça c'est trop marrant, ça pourrait clairement en faire une vidéo. Tu vois typiquement là ces derniers temps j'ai regardé The Gentleman sur Netflix et à un moment donné il y a une scène où il y a le chef, il demande à un autre d'aller ouvrir la fenêtre et l'autre il n'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Et puis ça s'arrête là, c'est une scène anecdotique et je me dis c'est vrai putain. Il y a des potes, ils ont des fenêtres qui sont inouvrables. Ouais, en fait, il faut tirer vers le haut, puis ensuite pousser à droite, puis si tu peux faire, etc. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être une trop bonne vidéo, les gens qui n'arrivent pas à ouvrir les fenêtres. Et je l'ai proposé à Couleur 3, et puis c'est une vidéo qui a méga bien fonctionné, parce que c'est des trucs que les gens vivent. Elle s'ouvre comment, ta porte? Il faut que tu lèves la poignée. Et ça marche pas? Tu lèves et après tu pousses. Non, non, toujours pas, là. Tu lèves, tu pousses. Avec ta main gauche, t'appuies sur l'autre pan de la fenêtre. Non, j'arrive pas, non. Dans la causerie, on a une séquence où l'invité ramène un objet qu'il a décidé, un objet qui est important pour lui. Ouais. Toi, tu as décidé de nous ramener quoi? Alors, c'est pas moi qui l'ai ramené, il était déjà sur le lieu. C'est un micro parce que c'est mon objet préféré, je pense. Avec un ballon de foot, je pense que c'est mon objet préféré, le micro. Dans le sens où c'est quand je tiens un micro que je me sens bien. C'est quand je tiens un micro que je prends quasiment le plus de plaisir. En fait, j'adore l'objet déjà. J'ai l'impression que c'est une petite baguette magique avec laquelle tu peux faire apparaître des blagues. Et ouais, ça c'est un peu c'est mon outil de travail. C'est ce pourquoi je fais ça, c'est pour pouvoir le dire dedans. Il y a un peu ce truc où je me sens invincible quand je tiens un micro, tu vois. Même si, j'ai l'impression d'être un peu à l'épreuve des balles dans le sens où c'est là où je peux exprimer tout ce que j'ai envie d'exprimer. C'est là où je prends le plus de plaisir. Et j'ai des très mauvais souvenirs, un micro un micro dans les mains, mais j'ai aussi d'excellents souvenirs avec un micro dans les mains. Et juste là, je me sens bien, juste d'avoir ce micro-là. Ouais. Je me sens bien, quoi, parce que c'est mon moyen d'expression. Moi, ça me fascine, le fait qu'on parle là-dedans. Et puis que ça soit plus fort là-bas, j'ai rien que ça me fascine. Mais ouais, après j'en ai un là. Je sais plus si c'est de ce côté. Ouais, j'en ai un là aussi. Parce que c'est vraiment un objet que je chéris et j'ai besoin d'avoir un micro. Déjà, le fait de l'avoir dans les mains, j'ai essayé des trucs comme ça, c'est cool. Mais juste d'avoir ça me crée mon personnage, ça me crée une zone de confort. Et ouais, ça me réconforte aussi. Donc, c'est jamais un poids, c'est jamais... C'est jamais un poids. Et même si une soirée se passe super mal parce que je bide devant 500 personnes et que c'est pas bien ce que je fais, je vais jamais remettre la faute sur mon métier, donc sur mon micro. C'est une occasion de pouvoir mieux travailler et de retravailler et de se remettre en question. C'est ça que c'est important dans le métier d'humoriste, c'est de se remettre en question et de toujours vouloir aller plus loin. Moi, j'ai cette mentalité où si je tombe sur une vidéo à moi d'il y a 6 mois, il faut que je trouve ça pas bien. J'ai toujours cette mentalité-là, de toujours aller vers l'avant, de toujours progresser. Et à l'instant T, je trouvais super, mais dans 6 mois, il faut que je trouve ça pas bien, quoi. Ouais. En gros, c'est ça. Pas bien, il faut que j'en sois fier quand même. Mais qu'il y ait un truc un peu en mode, il faut que ça soit mieux, quoi. Et ça a été facile pour toi de trouver un objet quand on t'a demandé? C'est allé assez vite, ça. Je voulais prendre mon ballon de foot aussi, mais ça aurait mieux marché si j'avais été un joueur d'Arsenal et non pas du FC Saint-Léger en 3e ligue. Donc, je me suis dit, prenons le micro, voilà, soyons un peu pertinents. Je peux le poser là? Oui, bien sûr. Tes origines italiennes, elles font quoi sur toi? Enfin, t'as encore de la famille là-bas? Bah oui, mon grand-papa, il est issu d'une famille de 13 frères et sœurs. Il y a un héritage, vraiment, tu vois, c'est Provenzano, déjà rien que ça. Il y a un peu le poids du nom de famille. La nourriture, l'importance des fêtes de famille, tu vois, de l'importance de Pâques, l'importance de Noël, l'importance de tous ces trucs-là. La famille, la proximité, on est là pour les autres. La bouffe, encore une fois, je le redis, mais c'est très important. Et oui, et puis j'aime bien ce pays et quand j'y suis, je me sens un petit peu à la maison aussi, tu vois. C'est un peu ce truc où... Mais quand je parle italien, on me dit que je parle italien comme un Argentin. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Mais je suis fier de ces origines-là. Je les revendique pas ouvertement. Et oui, j'ai le personnage de Giuseppe Frangola qui me permet de pouvoir rendre hommage, entre guillemets, à toute cette culture. C'est la culture
encore une fois, de la nourriture, des habits, de la poésie, de la beauté, du spectacle, de être fier de qui on est. Pardon, il y a un peu ce truc-là que je trouve qui est bien incarné par les Italiens, tu vois, ce truc un peu spectaculaire, on gesticule, on vit les émotions à 100%, que ce soit la colère, la joie, la tristesse, tout est ultra vrai, spontané, authentique, et c'est ça que j'aime bien aussi dans cette culture-là. Voilà. On me dit toujours Giuseppe, comment tu fais pour charmer les filles? Tu connais les arancini? Je les fais très bien. Pourquoi les hommes ils aiment pas les hommes qui aiment les autres hommes? Ça fait plus de femmes pour nous, putain les gars, un peu de giugiotte. Giuseppe Frangola, tu as eu beaucoup plus de peine à l'appréhender que les autres. Ouais, Comment tu expliques ça? Parce que j'avais toujours cette volonté de vouloir faire un personnage italien, de créer un personnage italien, mais j'arrivais pas très bien à faire l'accent à l'époque. Et je voulais vraiment, ça me tenait à cœur si je faisais ça, je le fais bien. Et du coup, j'ai pratiqué beaucoup. Et il est né pendant le Covid, Giuseppe Frangola, où au début, j'avais fait une vidéo, c'est « Ciao, my name, mi chiamo Sandro ». Je faisais des trucs un peu en mode avec les habits, au ralenti et tout. Et puis ensuite, le personnage s'est un peu affiné, il s'est plus dessiné, il a commencé à avoir des caractéristiques, un tempérament. Et Giuseppe Frangola, j'aime beaucoup ce personnage parce que c'est une opportunité pour moi de pouvoir proposer des trucs qui sont plus poétiques, qui sont plus contemplatifs, qui sont toujours marrants. Mais je trouve moi, j'ai l'amour du beau mot, du beau verbe, de la belle image, de la belle métaphore, etc. Avec mes études en français, c'était ultra passionnant d'étudier ces poètes, tu vois, des Verlaine, des Baudelaire, des André Breton. Enfin, tu vois, l'héritage de la langue française, je trouvais ça trop intéressant. Mais il y avait ce truc un peu en mode, je suis humoriste, donc il faut que je fasse des blagues. Et Giuseppe Frangola, de par son aspect un peu frivole, son aspect un peu etc., de pouvoir lui donner ces caractéristiques-là, ça m'a permis aussi de pouvoir m'exprimer comme j'avais envie de m'exprimer, c'est-à-dire en faisant des belles phrases, des belles images et tout. Enfin. Du coup, maintenant, on a une deuxième séquence. C'est l'invité qui apprend à faire quelque chose à moi, l'interviewer. Ouais. Donc toi, tu vas m'apprendre quoi? Je vais t'apprendre à dessiner. Tu sais dessiner un peu? Non, je sais absolument pas dessiner. J'ai passé ma scolarité à dessiner. Je vais te dessiner. Ok. Puis après, tu essaies de reproduire le... Je commence toujours par l'oreille. Attends. Ok, comme ça. Je vais essayer, hein. Des fois, ça ressemble, mais pas trop. Si elle ressemble bien, je l'affiche dans ma chambre. Ouais, c'est ça, avec plaisir. Tac. Attends, une petite houppette comme ça. Tac, tac, tac. Un giga canvas. Ouais. Oh, c'est Attends. dur. Je suis avec lui, c'est bon. Team Canvas, let's go! Yes. En gros, c'est une espèce de style un peu cartoonesque, bande dessinée. Zep m'avait dit que j'avais un bon coup de crayon. C'est déjà un bon coup de crayon. C'est assez cool. Et ça, t'aimerais pas sortir une BD Ouais, je crois que j'ai assez de trucs. Faut pas trop que je fasse tout et n'importe quoi, tu vois. Mais il y a un peu un... Faut mettre un peu de confiance dans tes traits. Et voilà. Donc, si tu veux essayer... Si j'essaye. Tu me dis que tu sais vraiment pas bien dessiner. C'est une catastrophe. Alors, je vais t'apprendre un truc que j'apprends aux gamins. Ça me va bien. Que j'apprends à dessiner. Regarde. Tu fais un monsieur sans bras. Ensuite, ce monsieur sans bras, il se retrouve sous la pluie. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur sans bras? Il prend un parapluie. Non, il va dans un abri. Voilà, il va dans un abri. Et en fait, cet abri, c'est un restaurant. Donc, il va commander une assiette. Dans cette assiette, il y a 2 œufs et 2 saucisses. Oh, ça commence à ressembler à quelque chose. Chez toi. Et il a tellement bien mangé qu'il tire la langue. Et puis voilà, là, tu as un chien avec une âme.
Et l'autre, il a pas d'âme parce qu'il a les yeux tout blancs. Donc voilà. Voici Notre petit dessin. Et puis t'as vu, hein, c'est une petite histoire, mais en fait, ça fait un petit dessin. Ouais, non, c'est chou. T'as vu, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on aurait dû m'apprendre à dessiner comme ça. Mais il a déjà pas les oreilles qui retombent chez moi, j'ai raté ça. Oui, il a une capuche. C'est Ouais, une voilà. petite capuche, son chien. Bien joué, Tristan. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Si on revient au stand-up. Ouais, oui. Toi, tu consommes du stand-up d'autres personnes? J'ai eu consommé plus jeune, où évidemment, les Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. Ce qui m'a donné envie de faire du stand-up, c'est... Je me souviens, il y a un pote, il avait Torrent, le spectacle de Thomas N'Gijol à la Cigale, où il parle de son cousin camerounais qui voulait qu'il lui envoie un scooter, enfin, je sais pas. Et je pense que ce spectacle, je l'ai vu, mais 60 fois dans mon lit, et je regardais, je riais, j'étudiais, etc. Et c'est là où je me suis dit, ah putain, mais ça c'est cool quand même, c'est marrant, ça me fait rire et tout. J'ai beaucoup consommé du coup au tout début. Des mecs comme Eddie Izzard, Louis C.K., Yacine Bellous, Dedo, enfin toute cette équipe du Jamel Comedy Club, un peu première, deuxième génération. Et maintenant, plus je suis dans le métier, moins j'en consomme, parce que déjà, j'ai pas envie d'inconsciemment voler des blagues ou voler des angles ou des trucs comme ça. Et il y a un peu ce truc où c'est mon job, donc je vais pas encore regarder des gens qui font mon job mieux que moi. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. Mais si je devais t'en citer quelques-uns aujourd'hui qui me font beaucoup rire, il y a un humoriste américain qui s'appelle Sébastien Maniscalco, qui me fait beaucoup marrer. En France, il y a des mecs comme... rien que chez nous, Alexandre Kominek me fait beaucoup rire, Thomas Wiesel me fait beaucoup rire, Nathanaël Rocha, c'est notre père à tous. Enfin, il y a un peu ce truc où c'est les copains qui me font rire, quoi. Et les autres, je les regarde, mais voilà. C'est pas autant au centre de ma vie, entre guillemets, de consommer qu'avant, quoi. Et ce côté suisse, toi, il a un côté important pour toi Oui, clairement. Déjà parce qu'on s'inscrit en porte-à-faux, entre guillemets, des humoristes français, parce qu'on n'a pas la même vie qu'eux, on ne vit pas leur quotidien. Donc, c'est le grand JD qui m'avait donné ce conseil une fois, qui est un youtubeur suisse, qui m'a dit « Venir d'ailleurs, c'est notre plus grande force ». Dans le sens où si un jour tu dois aller jouer à Paris, faire ton spectacle une fois par semaine, essaye au maximum de ne pas t'y installer, parce que tu seras ce vent d'air frais, tu seras cet exotisme, tu seras ce regard différent du regard que les gens qui y sont ont. Et je trouve que c'est important, cette identité-là, parce qu'on est un peu exotique, hein, tu vois. Alex, qui est à France Inter, qui m'explique qu'entre les producteurs d'émissions, ils sont là. Ah, toi, t'as ton Suisse, ouais, moi j'ai mon Belge. Enfin, il y a un peu ce truc un peu en mode. On est des mangues et des avocats, tu vois. Et c'est ça qui est cool, en fait. C'est qu'on arrive avec cette posture de regard différent, d'identité différente, de phrasé différent, de background différent. Et du coup, je pense que c'est une force aujourd'hui d'être un humoriste suisse sur France Inter ou en France, parce qu'on a ce regard différent. Et surtout ici, moi, une de mes volontés aussi, quand j'ai commencé ça, c'était de donner aux gens des refs et des trucs suisse romand, quoi. Moi, j'en ai pas marre, mais ça me faisait chier un peu qu'on n'ait que des refs françaises, quoi. On doit faire le calcul de en quelle classe, c'est quoi comme classe, seconde, etc. Mais du coup, quand tu vas jouer en France, tu es allé quelques fois jouer en France, tu as des sketchs, comment tu fais pour parler aux Français et que ça les touche aussi, toi, le Suisse? Je vais pas faire mes blagues sur la pontaise, tu vois. Il y a un peu un truc où... moi, je suis convaincu de l'universalité dans l'humour, mais évidemment avec toujours des sous-couches culturelles que je sais que eux ça va pas leur parler. Ça, j'enlève de mon matos et puis je vais arriver avec quelque chose qui va leur parler. Et il y a un truc que j'ai appris, parce qu'en tant qu'humoriste aussi, on fait beaucoup de soirées de repas de soutien pour des clubs de foot, des soirées de fin d'année pour des entreprises, etc. Et j'ai appris à construire un passage de stand-up grâce à ça, dans le sens où au début j'arrivais, je jouais pour... je sais pas, Alder et Eisnut, j'en sais rien, qui fait les tapis de gym. Puis c'est leur soirée de fin d'année, et puis j'arrivais, déjà j'interrompais leur conversation, je devais parler pendant 20 minutes, et puis salut, moi mon chat, etc. Et puis les gens s'en battaient les couilles.
parce qu'ils avaient juste envie de parler entre eux, ça faisait longtemps que c'était pas vu. Et après, je me suis dit, ah, mais en fait, on m'a donné ces conseils-là, on m'a dit, il faut que tu parles d'eux. Donc, j'arrive ensuite l'année d'après chez Alder Eisnu, j'en sais rien. Et puis, je fais des blagues sur Françoise de la Compta, je fais des blagues sur le fait que l'entreprise, elle a eu un incendie. Et juste de parler d'eux, ça fait, ah, il parle de nous, il s'est intéressé à nous. Et puis, du coup, tu captes leur attention. Et une fois que tu as fait tes 7-8 minutes de blagues personnalisées, bah, là, tu peux partir sur ton truc parce que tu les auras chopés. Donc, il y a un peu cette dynamique-là aussi quand je vais en France, où j'ai le regard du Suisse sur la France, où je vais parler de ci ou ça. Comme ça, je les capte et ensuite, je peux les amener là où j'ai envie de les amener. Et on parle un peu d'une addiction quand on est sur scène. Ouais. Tu as l'impression que tu as cette addiction? Ouais, clairement. Je pense que j'ai pas envie de me soigner. C'est quelque chose de trop plaisant. Ouais, et c'est vraiment cool. C'est une addiction à tel point que même si tu fais 8 minutes, ou pendant 8 minutes, tu auras un rire et 3 soufflements de nez parce que c'était mauvais, et ben tu as envie de retourner sur scène pour tout péter et pour effacer ce qui s'est passé avant, quoi. Et c'est quoi le moment dont tu es le plus fier dans ta carrière? Peut-être mon premier spectacle. Je dis pas que c'est mon premier spectacle dont je suis le plus fier, mais c'est tout l'accomplissement qui en a découlé, dans le sens où c'est le premier spectacle, il arrive après le succès des vidéos, tu vois, donc il y a un peu ce truc où en même temps, c'est on sait déjà qu'il est marrant, mais je suis un peu attendu au tournant, parce que je suis un gars d'internet. Puis à cette époque-là, les mecs d'internet qui faisaient des spectacles, les spectacles c'était pas super. Il y avait ce truc-là, et puis est-ce que je vais réussir à convertir les likes, les partages et les commentaires en billets de spectacle, tu vois, parce que pour l'instant, je leur propose du contenu gratuitement. Et là, de dire, je vais payer 35 balles pour aller le voir, est-ce que les gens vont être là, est-ce qu'ils vont être au rendez-vous, est-ce qu'ils vont aimer, est-ce que ça va leur dire d'aller au caveau des Chandans, aller voir Yoann Provenzano faire son spectacle. Il y a un moment, un spectacle, où tu te dis, là, c'était vraiment incroyable, ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. La première du spectacle de Manon, qui s'appelle le spectacle permanent, que je tourne encore. Et la première, c'était à la salle des Remparts à la Tour de Paix, donc c'était à la maison déjà. C'était plein. Je présente le spectacle pour la première fois. C'était une création qui était méga douloureuse, dans le sens où je me livre beaucoup dans ce spectacle. Tu vois, je parle de ma maman, je parle des trucs que j'ai subis quand j'étais petit. Donc il y avait un truc un peu en mode, est-ce que les gens vont en avoir quelque chose à foutre du fait que j'étais gros quand j'étais gamin, enfin, tu vois. Et je me suis méga ouvert. Et les séances de rodage avant, la première était en septembre. En mai, j'en fais 6. C'était horrible. Je sortais de chaque spectacle, je sortais de la séance de rodage. J'étais là, mais c'est pas bien. Je vais jamais arriver avec quelque chose de cool qui va me correspondre, qui va plaire aux gens. Et j'arrive à cette première en septembre. On a 2 jours de création avec les lumières, etc. On fait un truc vraiment cool, vraiment quali. Et je joue le spectacle. Tout est réuni, il y a ma famille dans la salle, il y a mes potes dans la salle, c'est Renaud de Vargas, un pote à moi un pote humoriste à moi qui fait la première partie, ça se passe super bien pour lui. Tout est méga bien réuni, je termine le spectacle, et là les gens se lèvent, c'est la toute première standing ovation que j'ai les larmes qui me montent, je suis là, putain, enfin j'ai réussi, c'est un truc dont je suis fier, c'est full stand-up, c'est trop bien, et ouais, ça m'a fait méga du bien en fait. J'étais un peu en mode, waouh, putain, oh, ça fait du bien. Et de me dire que après 10 ans que je fais ça, j'arrive encore à ressentir de nouvelles émotions, c'est méga encourageant pour plus tard, quoi. Sur scène, tu utilises moins tes personnages maintenant, Ouais. même dans tes vidéos, surtout MC Ouais. Tercuit et puis Oui, André de la Crota. C'est juste. Pourquoi tu les utilises moins? Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Je pense que j'ai grandi. Je pense que aussi la réception peut-être un peu a changé, tu vois, vis-à-vis des accents, vis-à-vis de l'appropriation d'une culture de laquelle tu ne fais pas partie. Tu vois, il y a un peu de ça. Mais oui, je pense que fondamentalement, j'ai grandi, j'ai évolué. J'avais envie de faire rire aussi avec cette voix-là, avec ce visage-là, avec ces habits-là, plus qu'en faisant... Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu dans cette verve-là. Et maintenant, je le fais aussi avec Giuseppe Frangola et j'en suis très content. Mais c'est vrai que, tu vois, je pense que les personnages comme André de la Crota, MC Tercuit, tous ces trucs-là, c'était très caricatural aussi. Et à l'instant T du truc, la réception était bonne, etc. Mais je me verrais mal aujourd'hui faire l'accent albanais et parler de ma voiture parce que les Albanais, c'est plus que ça. Les Vaudois, c'est plus que être bourré et adorer le vin blanc. Enfin, tu vois, il
Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai besoin aussi peut-être de mettre plus de relief aussi dans ce que je fais, dans ce que je propose. Et c'est pour ça que je pense que j'ai pris une autre direction. Et ouais, ça s'est fait un peu naturellement, quoi. Il y a des sujets dont tu veux pas parler, dont tu évites le Les sujet. sujets que je maîtrise pas, je pense que si t'as envie, je pense que déjà le travail d'humoriste c'est un travail. Donc si tu veux faire des blagues, il faut travailler tes blagues. Et il y a des, tu vois, typiquement tout ce qui est autour de la politique, tout ce qui est autour de choses comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me parle pas. Juste, là pendant le conflit israélo-palestinien, par exemple, il y a eu une espèce de période de démonstration, peut-être un peu plus en France qu'ici en Suisse, où chaque humoriste faisait son papier sur Israël-Palestine parce que c'est le papier que tu veux montrer que tu sais bien le faire, tu vois. C'était un peu le truc là. Et du coup, il y a eu des traitements autour de ce sujet-là qui étaient ultra maladroits, qui étaient ultra à côté du truc, qui étaient... Parce que ils voulaient faire le papier Israël-Palestine pour montrer que c'est bon, on peut rire de tout, etc. Mais que c'était pas bien fait parce qu'il n'y avait pas suffisamment de travail, ou il n'y avait pas le bon angle, ou est-ce qu'au final, on peut pas rire de tout. Enfin, il y a un peu de ça. Et je trouve que cet exercice de montrer qu'on sait bien écrire et que de toute façon, j'arrive à traiter tous les sujets de manière très bien, moi, je ne suis pas dans cette verve-là parce que ce n'est pas un truc que je me dis, voilà, j'en sais rien. Et du coup, je vais laisser les autres faire parce que moi, ça ne sert à rien. Déjà, pourquoi est-ce que les gens voudraient avoir l'avis de Yohan Provenzano sur tel ou tel sujet? Moi, j'ai juste envie de faire ce qui me parle et ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc, les trucs qui ne me parlent pas, c'est pas grave. Et quand tu fais ce métier, il y a forcément des gens qui vont pas aimer, qui vont critiquer. Comment tu gères ça, toi? Alors, au début, très mal. Et il y a un peu ce truc, je sais pas si c'est tous les artistes ou peut-être juste les humoristes, où tu es devant une salle de 100 personnes et que tu as 100 personnes comme ça et que tu en as une comme ça. Tu vas plus t'arrêter sur celle qui a les bras croisés pourquoi que sur les 99 autres qui applaudissent. Donc au début, c'était pas facile, dans le sens où j'ai subi beaucoup de critiques. Au début, tu vois, j'ai les dents refaites, j'avais les dents de traviole. La plupart des commentaires négatifs étaient liés à mon physique. Donc je me dis, tant qu'ils critiquent pas mes blagues, tant mieux. Tu vois, les blagues sur mon physique, je connais, quoi. C'est bon, j'ai eu ma dose. C'est ces trucs des gens qui sont là, puis qui juste, t'as mis du cœur et de l'énergie et de l'amour dans une vidéo, puis ils sont là nuls à chier. Il y a un peu ce truc où, si ça se trouve, en fait, t'es le 7e nul à chier de la dizaine de minutes qu'il a passé à scroller. Donc, qu'est-ce qu'on a à foutre que lui, Patrice V1297, ils disent nul à chier, qu'est-ce que t'en fous? Parce que t'as 3700... Enfin, il y a un peu ce truc où ça met en valeur les gens qui te soutiennent, le fait qu'il y ait des gens qui te soutiennent pas. Et puis, on peut pas plaire à tout le monde, quoi. Donc, au bout d'un moment, c'est pas grave. C'est que des blagues, c'est que des vidéos, c'est que ça, quoi. C'est pas grave, ça va aller. Mais ça m'a demandé du temps. Hein. Je savais qu'au début, j'étais abattu quand j'avais un commentaire négatif. J'étais pourquoi il m'aime pas, etc. C'est pas moi qui l'aime pas, c'est ce qu'il a vu de moi. Il y a aussi de ça aussi. Je suis assez en phase avec moi pour pouvoir me dire, c'est pas Yohan Provenzano, ma personne, c'est pas moi qui l'aime pas, c'est ce que je lui propose, ce que je lui donne de moi. Donc c'est pas grave, je m'en fous. Tu regardes encore beaucoup les commentaires quand tu poses tes vidéos? Je regarde, ça m'intéresse, je regarde pour voir comment les gens reçoivent ce que je fais. Je regarde pour... des fois, il y a des commentaires qui sont plus marrants que la vidéo, donc je regarde, puis comme ça, je pique le commentaire après. Non, mais... non, je regarde, oui, mais beaucoup moins qu'avant. J'y accorde beaucoup moins d'importance qu'avant. Comment tu te vois dans 10 ans? Heureux, accompli. Je pense que si je suis encore en train de faire du stand-up dans 10 ans, ça veut dire que c'est ça qui me rend heureux et c'est ça les opportunités que j'ai eues. Si dans 10 ans, je suis sur Netflix parce que j'ai écrit un truc et puis que je joue dedans, et ben, le chemin parcouru m'aura mené à ça. Il y a un peu ce truc où je me projette après chaque pas que je fais. Il y a un peu de ça. Donc, je serai là où je serai et je pense que j'aurai pris les bonnes décisions. Et si je suis là, si je suis sur Netflix dans 10 ans, ou si je suis encore en train de faire du stand-up, ou si je suis prof remplaçant dans un truc, eh ben, c'est les décisions qui m'auront mené là, et puis c'est les décisions que j'aurai prises en direction de mon bonheur. Donc, tant que je suis content, et je fais tout pour. En fait, c'est ça l'objectif, c'est d'être content d'être là. Donc, je fais tout pour être content d'être là.
Donc si ce sera devant un tableau noir ou sur un plateau de tournage ou dans une salle de 60 personnes, j'aurais pris ces décisions-là pour être content d'être là. Et si ça venait à plus marcher, tu te dis que tu pourrais faire quoi? Moi, je vis ce travail un peu parce que je sais qu'un jour, ça ne marchera plus. C'est sûr et certain. Que ce soit demain ou dans 25 ans ou hier, je sais que ça ne marchera plus. Donc, il y a un peu ce truc où je vis, je chéris les choses. Et puis, une fois que c'est fini, bah, c'est fini et j'aurais vécu ça à 200%. Et puis, il faut avancer, quoi. Donc, c'est une phrase du Dr Zeus. Don't cry because it's over, smile because it happened. C'est un peu une phrase de connard qui va à Dubaï, mais c'est un peu vrai, quoi. Tu vois, il y a un peu ce truc où... tu peux en faire le deuil, mais il ne faut pas trop se morfondre sur le passé et puis garder le positif des choses, quoi. Est-ce que tu as un objectif pour l'avenir que tu t'es fixé? Ouais, moi j'aimerais bien écrire des séries, et, des films et jouer dans des fictions et faire un peu de cinéma. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cette causerie. Avec plaisir, merci à vous, c'était chouette. C'était très agréable. Puis on te souhaite un maximum. Avec grand plaisir, bah, tout pareil. Avec grand plaisir, merci les gars. Ben, à la prochaine. À bientôt.